Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Nous vous convions ce mardi au Café Libre pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. Avec également au programme une nouvelle humeur de G, négocier avec une machine, et la deuxième partie des lectures buissonnières de Vincent Calam sur la convivialité d'Ivan Illich. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 22 octobre 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Julie Chomard. Salut Julie. Bonjour, belle émission à tous. Et nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. G, auteur du blog BD Grisbou, nous expose son humeur du jour, des phrases codées GAFAM au mode numérique en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour, l'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Salut G. Salut Étienne et salut à toi public de Libre à vous. Aujourd'hui je vais te parler d'une activité en pleine expansion, une activité qui prend une part de plus en plus importante de nos vies, une activité qui me court sur le haricot, pour rester poli. Cette activité, c'est ce que j'appelle la négociation avec une machine. Bon, la négociation, tu vois ce que c'est, tu veux quelque chose, la personne en face de toi veut autre chose, il faut trouver un terrain d'entente, tu négocies. La négociation avec une machine, c'est presque pareil, tu veux quelque chose, la machine en face de toi veut autre chose. Pourquoi la machine en face de toi veut autre chose ? Non, mais pourquoi la machine veut quoi que ce soit d'ailleurs ? Elle n'est pas censée être juste à mon service ? Non mais déjà, d'où je lui demande son avis à cette machine ? Je veux un truc, t'as une machine, tu t'exécutes et tu fais pas chier. Ouais, je suis resté poli de paragraphe, désolé. Non mais je sais pas toi, moi j'ai l'impression que je me retrouve de plus en plus amené à négocier avec des appareils technologiques. Par exemple, moi sur mon ordinateur, j'utilise comme système d'exploitation GNU Linux, ça ne surprendra personne, et donc de manière générale, j'ai pas trop à négocier avec Linux, dans l'ensemble, il fait ce que je lui demande sans broncher. Mais pour les besoins du travail, ça m'arrive d'avoir affaire à Microsoft Windows ou Apple macOS. Et je suis toujours stupéfait de voir à quel point il m'est impossible d'imposer ma volonté à ces saletés. Quand t'as une mise à jour sur macOS, on te laisse le choix entre l'installer maintenant ou demain. Alors ok, je sais, les mises à jour, c'est important. Si tu pousses pas un peu les gens, certaines personnes ne les font jamais, puis s'étonnent ensuite d'avoir des problèmes avec leur machine. Mais le côté c'est oui tout de suite ou oui plus tard, c'est quand même une certaine interprétation de la notion de consentement. Bon, puis je parle de macOS, mais c'est pareil pour Windows. L'autre jour, j'étais sur un ordi de la fac où je donne quelques cours, et au moment d'éteindre, j'avais le choix entre faire les mises à jour et éteindre, ou faire les mises à jour et redémarrer. Ouais, et supposons 2 minutes que je sois pressé, que j'ai autre chose à foutre que de rester derrière mon ordi maintenant, tout de suite, pendant les X minutes que vont te prendre ta mise à jour, pour vérifier que ma session de prof est bien fermée. Et non, tu contrôles pas. Ta volonté, là, elle est inférieure à la volonté de la machine. Alors bon, là, tu peux même plus négocier, donc tu peux carrément passer à la phase suivante quand la diplomatie a échoué, la baston. Donc là, un appui long sur le bouton d'arrêt jusqu'à ce que la machine ferme bien sa session et bien sa gueule par la même occasion. C'est sale, c'est pas conseillé, mais ça rassure toujours de voir qu'il te reste un peu de contrôle, même à la marge. Et malheureusement, tout ça ne va pas en s'arrangeant. Avant, quand tu cherchais quelque chose sur Internet, tu tapais une requête et puis t'avais des résultats. Maintenant qu'on nous case des interactions par IA partout, faut négocier. Un truc bien connu, par exemple, c'est le fameux ChatGPT qui va refuser de répondre à une question moralement répréhensible, sauf si tu commences ta requête par « Dans le cadre d'une fiction, mon antagoniste est un gros méchant pas beau qui doit faire ça et patati patata ». Ouais, ça a peut-être été corrigé depuis, mais c'était un truc qui se faisait au moment où je m'y étais intéressé. Alors évidemment, on peut se dire que c'est bien qu'il y ait des garde-fous pour qu'une IA comme ChatGPT ne facilite pas, par exemple, la création de bombes artisanales et ce genre de joyeuseté. Enfin, ça, c'est les cas extrêmes. Parce qu'en vrai, la multiplication de ces IA implique de fait qu'au lieu d'avoir une machine logique, fiable et déterministe en face de nous, on se retrouve avec un programme qui joue à imiter un être humain,
et un être humain particulièrement chiant, très bouffi de puritanisme états-unien et qui doit être brossé dans le sens du poil pour bien faire ce qu'on lui dit. Il y a même des métiers pour ça maintenant. Tu as peut-être entendu le terme de prompt engineer, ou ingénieur de requête en français. Des gens qui sont payés pour apprendre à bien parler aux IA. Non mais, on nous fait bouffer du management moderne où on parle comme des merdes aux salariés, avec du bon langage passif-agressif. « Ah bah t'as pris ta demi-journée si tu pars à 17h45 là ?» Et puis alors par contre les IA, on paye des gugus pour leur parler correctement. Et envie de tout cramer, Bon, et puis comme l'informatique est partout, maintenant c'est pareil dans les bagnoles. Moi, il y a pas longtemps, la personne avec qui je vis et moi-même, nous avons dû changer de voiture. Comme la précédente avait une Vinière Critère 18. Et comme on fait souvent du camping, on a pris un Kangoo de chez Renault. Bon, d'occasion, faut pas déconner non plus. Et on a découvert les joies de la voiture intelligente. Oui, je mets des guillemets à intelligente. Alors déjà, on a le détecteur de collision qui nous fait des faux positifs bien flippants de temps en temps. Genre au milieu d'une ligne droite avec personne, il se met à hurler « Freinez !» Et si tu freines pas, il pile. Tout seul. Ouais, j'espère qu'il le fera pas le jour où on aura un 33 tonnes collé au pare-choc, parce qu'évidemment, c'est pas désactivable. Et puis surtout, le truc qui rend fou, on ne peut pas éteindre la voiture. Je te jure, Renault a inventé la voiture qu'on ne peut pas éteindre. Enfin, je dis Renault, je pense que c'est pareil chez les autres. En gros, comme on n'a plus de clé à tourner, c'est une clé sans contact, on a un simple bouton pour allumer et éteindre le moteur. Bon, ça ok, pourquoi pas. Maintenant, si toi tu as encore une clé à tourner, ringard, tu sais qu'avant d'allumer le moteur, on allume d'abord la voiture, donc le tableau de bord, l'autoradio, tout ça. Et tu vas me dire, mais alors comment ça se passe avec une clé à distance ? Est-ce que tu as un autre bouton ? Comme j'aimerais que ce soit aussi simple. Non, comme c'est ultra moderne, la voiture et le tableau de bord s'allument dès que tu ouvres une des deux portières avant. Ce qui est pratique, dans 90% des cas. Les 10% qui restent, c'est par exemple quand, comme nous, tu veux faire du camping. Et que donc, ta voiture reste sur place. Et ponctuellement, tu vas vouloir aller chercher un truc dedans. Et à chaque fois, tu ouvres la portière, paf, ça s'allume. Alors tu vas me dire, oui, et comment ça s'éteint ? Ça s'éteint pas. Ça s'éteint quand tu verrouilles la voiture. Donc tu connais ce truc de bien penser à éteindre les loupiotes, là, quand tu laisses une portière ouverte longtemps pour pas vider la batterie. Là, tu peux toujours éteindre tes loupiotes, de toute façon, le tableau bord s'éteint pas. Alors on a demandé, on fait comment ? Eh bien, voyons, nous a-t-on dit. C'est simple. La voiture est intelligente. Vous vous doutez bien, elle ne va pas rester allumée indéfiniment si on ne démarre pas. Donc, elle s'éteint toute seule. Au bout de 10 minutes. 10 minutes. Pas 30 secondes, Donc, si j'ai besoin d'aller chercher un truc dedans 6 fois dans la soirée, et si t'as déjà fait du camping, tu sais que c'est pas déconnant comme nombre, et que tu reverrouilles pas immédiatement la voiture à chaque fois, ta voiture va rester allumée pour rien pendant 1 heure. Mais comme la voiture est très intelligente, elle va commencer à te hurler dessus. Attention, batterie faible, il faut démarrer. Envie de tout cramer, encore une fois. Bon nous, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Quand on arrive au camping, on prend soin de virer absolument tout ce dont on pourrait avoir besoin à l'avant sur la banquette arrière. On met immédiatement les rideaux pare-soleil à l'avant, tout ça, on verrouille tout avant de réouvrir pour s'installer à l'arrière. On négocie, comme des cons, avec une machine qu'on ne contrôle pas. Et ça me rend dingue, parce qu'on se retrouve à adopter des comportements qui n'ont aucun sens, juste pour s'adapter à des machines dont le but premier était quand même de s'adapter le plus possible à nous. Ça, c'est comme le petit électroménager. Comment ça n'a rien à voir ? Mais si, tu sais, moi j'ai une petite balance de cuisine électrique. Et elle non plus, elle n'a pas de bouton d'arrêt parce qu'elle s'éteint toute seule aussi. Mais elle, c'est le contraire, elle s'éteint trop vite. Alors des fois, quand t'es en train de peser de la farine et que t'arrives au bout de ton paquet de farine, évidemment t'en ouvres un autre. Sauf qu'en attendant, le temps passe. Alors pour pas que la balance s'éteigne pendant que tu ouvres ton nouveau paquet, ponctuellement tu soulèves et tu reposes ton bol, là comme ça la machine voit une activité puis elle s'éteint pas. Tu négocies tu fais joujou avec la machine parce que tu la contrôles pas. Et c'est pareil avec mes plaques de cuisson à induction là qui bipent en continu dès que tu soulèves la crêpière et qu'elle la détecte plus. Repose-la. Mais je suis en train de poser la crêpe dans l'assiette, fous-moi la paix. Puis je la repose pas assez vite, c'est pareil, elle s'éteint, punaise, mais c'est une manie Et le pire dans tout ça, c'est qu'il suffirait de juste nous laisser une option, un réglage, quelque chose. Désactiver l'extinction automatique sur la balance, désactiver les bips de la plaque, arrêtez avec vos bips partout, là j'en ai marre que ma cuisine soit une Game Boy, et puis nous remettre un foutu bouton d'arrêt dans la voiture, ça me semble quand même pas déconnant comme requête. Bref, j'ai hâte qu'on puisse installer un GNU Linux spécial voiture dans mon Kangoo pour que je puisse retrouver le contrôle et régler cette saleté. Oui, parce que dans un logiciel libre, on a le contrôle. On le dit souvent, dans un logiciel libre, c'est surtout toi qui es libre.
Et quand je vois le monde technologique que nous construisent les logiciels privateurs, que ce soit dans les bagnoles ou les balances de cuisine, je me dis que plus que jamais, vive le logiciel libre, vive la liberté de faire ce qu'on veut avec notre matériel, de ne pas avoir à négocier avec, d'avoir le contrôle. Parce que, évidemment, je jouais un peu à l'ingénu en disant que je négociais avec des machines. En fait, on ne négocie pas avec des machines. Ce sont pas les machines qui nous imposent leur volonté, ce sont les gens qui les fabriquent. Ce sont ces gens-là qui transforment nos comportements, qui ont du pouvoir sur nous. Et donc, avoir le contrôle sur son matériel, c'est ce qui détermine si c'est toi qui as le pouvoir sur ta vie ou si c'est quelqu'un d'autre. Et comme en plus ces gens-là n'ont même pas l'élégance d'être là quand on se retrouve à devoir négocier avec leurs âneries, va peut-être falloir passer à la baston. Allez, salut. Merci, J. Je pense que cette haine du bip est une haine assez répandue. Je pense que le terme n'est pas trop fort. En tout cas, tu t'as mis de bonne humeur, j'ai l'impression, pour attaquer. Est-ce que tu restes avec nous pour notre sujet principal qui est, je le rappelle, un café libre. Mais avant ça, on va faire une pause musicale. Donc, comme je vous le disais, après la pause musicale, nous vous convions au Café Libre avec J qui reste avec nous, Bookie dont je pense vous avez entendu les rires partagés sur le tableau. Pas du tout. Et Vincent qui est également avec nous en studio. Avant ça, nous allons écouter Revel par Shelby Mary. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter Reveal par Shelby Mary, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est by SA. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions
sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous vous souhaitons la bienvenue au Café Libre où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc issue d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elles et eux et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. Aujourd'hui avec moi autour de la table, G qui est resté avec nous, a priori tu es toujours auteur du blog BD Grisbouille et je précise que tu es également membre du conseil d'administration de l'April. Et je me suis calmé, ça va. Bon, peut-être que ça va remonter, on va voir en fonction du menu. À tes côtés, Boukinette, présidente de l'April. Salut Bouki. Salut Étienne. Et en face de moi, Vincent Calam, bénévole de Choc de l'April et de Libre à vous. Salut Vincent. Salut Étienne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Toutes les références de l'émission seront rendues disponibles sur la page consacrée à l'émission libreavou.org/223. Alors pour une mise en bouche gastronomique, je vous propose de commencer par évoquer le Ada Lovelace Day, une initiative annuelle qui vise à présenter les réussites de femmes actives dans le domaine technologique ou scientifique afin d'augmenter la visibilité de modèles positifs féminins. Le Ada Lovelace Day est célébré tous les 8 octobre depuis 2009, une initiative que l'April est fière de relayer. Alors qui veut réagir je sais que Bouki, c'est ce que tu es là, mais je sais que ce sujet t'apporte. Moi j'ai plein de choses à dire, donc autant laisser commencer les garçons. Hein. Ah bah moi je viens déjà de causer, non vas-y. Vincent, est-ce que t'as des choses que... J'ai été pris de court là. Tu peux renvoyer la patate aussi. Hein. Non, mais comment dire non, effectivement, oui, je renvoie là. Voilà, renvoyons à Bouki qui a plein de choses à dire. Alors, faut savoir que Ada Lovelace Day, c'est un nom qu'on entend souvent dans la communauté. Moi, je l'ai découvert en particulier grâce à Catherine Dufour, qui avait écrit un livre qui s'appelle Ada ou la beauté des nombres, que je conseille fortement à lire, qui est sorti aux éditions Fayard, mais qui existe aussi en livre de poche. Et donc, dans ce livre, on découvre la vie de cette femme qui est née au 19e siècle, d'un père poète qui est connu comme Byron, qui a été un père totalement absent et totalement inutile, mais d'une maman qui s'appelle Annabella Milbank, ou prononcez-le à l'anglaise, si vous avez envie, vu mon accent, on va éviter. Voilà, ils se rencontrent, ils se marient, ils la violent, elle se sépare. Voilà, c'est merveilleux, mais ce qui est génial et ce qu'il faut retenir, c'est que la mère va éduquer notre Ada pour qu'elle soit très douée en mathématiques, en sciences, en plein de matières, et petit à petit, Ada va continuer à apprendre des choses, et c'est en 1833 qu'elle va rencontrer Charles Babbage, ou Babbage, si vous voulez le dire à la française, et qu'elle va découvrir la machine à calculer. Elle a 17 ans à cette époque-là, et donc déjà elle est très très jeune, mais tout de suite elle comprend les astuces et les utilités que peut avoir une machine comme ça. Donc on rappelle, là, on est environ 1830, quand même, pour resituer. Oui. Qu'est-ce que je peux dire Oui, alors elle se marie, elle a des enfants, et puis en fin 1842, retourne au contact de Babbage pour de nouveau l'aider à améliorer sa machine à calculer. Elle est spécialement connue parce qu'elle a fait la première traduction d'un article qui est paru dans un magazine suisse. Elle l'a fait en anglais. Et elle a discuté avec Charles Babbage, qui a dit ce serait peut-être bien qu'on améliore cet article parce que il est un peu au ras des pâquerettes. Bon, il l'a pas dit comme ça, mais c'est ça. Et en améliorant cet article, elle va écrire ce qu'on appelle des notes. Voilà, des notes qui vont plus ou moins multiplier par 2 la longueur de l'article, dont une. Et dans cette note-là, il va y avoir le premier programme informatique. C'est-à-dire que l'ordinateur n'existe pas encore, que déjà elle programme. Et c'est une femme. Donc on peut dire que c'est la première programmeuse du monde. Voilà, c'est pour ça que Ada Lovelace est super connue dans la communauté. Alors, techniquement, je ne sais pas ce que c'est, mais il paraît que dans ce programme, il y a une boucle conditionnelle. Ok, je regarde autour de moi, personne ne sait. Mais... Si, moi je sais ce que c'est, mais je suis pas sûr que... tu veux que j'explique ça maintenant, là? C'est pas... On a mentionné ce que c'était, je pense. Non, c'est intéressant, parce que c'est
je suis pas informaticien, mais il me semble que si on parle de boucle conditionnelle, c'est une des choses qui est un peu à la base d'une programmation informatique. Disons que oui, quand tu fais de la programmation, il y a beaucoup de langages, mais tous les langages reprennent un peu des concepts similaires, et il y en a un qui est à la base de tout, c'est effectivement les conditions. Donc ça, c'est souvent des if, parce que c'est souvent anglais, mais c'est si en gros en français. Tu testes si quelque chose est vrai, tu fais quelque chose, et si ce n'est pas vrai, tu fais autre chose. Et la boucle conditionnelle, c'est la même chose, mais en boucle, c'est-à-dire que tant que quelque chose est vrai, tu fais une certaine instruction, et dès que cette chose n'est plus vraie, tu t'arrêtes. Et en fait, c'est avec ces deux choses-là qu'on fait à peu près tout ce qu'il y a d'informatique dans le monde. Sachant qu'à l'époque, il y avait juste une machine à calcul, et donc pas encore des ordinateurs ultra puissants, ni même des ordinateurs pas puissants du tout. Elle meurt à 36 ans, c'est super jeune, d'un cancer de l'utérus, donc pensez à vous faire tester. Et malheureusement, toute sa fortune est passée dans cette fameuse machine auquel elle croyait énormément. Est-ce que d'autres veulent reprendre ou je continue? Parce que alors, moi, franchement, Ada Lovelace... Continue, oui. Ok, je continue. Ok, donc on parlait d'Ada Lovelace Day tout à l'heure. C'est quelque chose qui tombe tous les deuxièmes mardis du mois d'octobre. Donc cette année, c'était un 8. À l'April, on a voulu mettre en avant les femmes qu'on avait reçues à la radio et qui avaient participé au parcours libriste. Donc il y en avait 3 cette année. Il y avait Anka Lucas, si tu nous entends, bisous. Il y avait la Reine des Elfes, pareil, si tu nous entends, bisous. Et la dernière, c'était en septembre, donc c'est vraiment il n'y a pas très longtemps. C'était Maud Royer, je ne te connais pas, mais bisous quand même. Merci pour ce résumé très complet et recontextualisé avec utilité et intelligence. Moi, j'avais juste une réflexion, je vais voir ce que tu en penses, toi, Bouki, mais Vincent et Edgy, vous aurez peut-être aussi une remarque. Souvent, on nous dit, on sait à quel point c'est important de montrer des rôles positifs, des modèles de référence, notamment pour les jeunes femmes, pour leur montrer qu'elles peuvent réussir dans l'informatique. Mais on a aussi, parfois j'en entends le risque inverse, c'est-à-dire d'en faire des modèles exceptionnels. Donc Ada Lovelace était une femme exceptionnelle, mais en fait comme tout le monde potentiellement peut l'être, et qui rend finalement, on se dit qu'il faut être exceptionnel pour pouvoir se mettre à ce niveau-là, et l'importance aussi de mettre des rôles modèles. Je serai un anglicisme, je ne me rappelle plus comment on dit en français, des rôles modèles qui sont en fait accessibles. Mais c'est en fait l'essence, je crois, de ce jour, c'est de montrer une ensemble, c'est ce qu'on a fait avec les parcours libristes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de femmes, il n'y a pas besoin d'être absolument brillantissime, d'avoir un QI qui stratosphérique, même si on peut dire beaucoup de choses sur la norme des QI, etc. Donc je pense, mais il me semble que c'est un peu l'idée de ce Ada Lovelace Day, c'est de montrer tout un panel de modèles, quoi. On a tellement l'habitude d'invisibiliser les femmes que pour une fois, ce jour-là, on n'a pas le choix, il faut les mettre en avant. Après, je pense que tous nos invités sont exceptionnels, mais j'ai aucune objectivité là-dessus. Et ces parcours libristes, c'est vraiment dans le but de montrer, regardez, les filles, c'est possible. Il y en a qui le font bien. Quand je vois la Reine des Elfes, elle est partie de zéro connaissance technique et elle s'est formée elle-même, véritable autodidacte. Donc, si elle et moi, on peut le faire, je pense que tout le monde peut le faire. Ça me paraît un beau résumé de ce point. Et avec votre accord, tu lèves la main, Simon. Oui, non, c'était juste pour rajouter sur effectivement ce que tu dis. Moi, c'est pareil, je suis pas très fan des idoles et de la starification comme ça. Mais juste pour la place des femmes dans l'informatique, on peut aussi faire un peu de sociologie et remarquer qu'elle était très importante au début de l'informatique parce que c'était considéré comme un travail de secrétariat. Et qu'en fait, c'est à partir du moment où il a commencé à avoir du pognon en fait, que là soudainement c'est devenu un boulot d'homme et on a gentiment évacué toutes les femmes, mais en vrai il y avait je veux dire, statistiquement c'était un métier de femme et du coup il y a absolument rien qui s'oppose à ce que des femmes soient dans l'informatique, et des femmes ordinaires et des femmes comme toi et moi qui juste ont un boulot et voilà. Ils sont plus, c'est plus alors je me rappelle plus quel invité on avait reçu qui nous avait parlé, je pourrais le retrouver, je le mettrai en référence, mais elle nous mettait aussi en avant que cette disproportion et ce truc extrêmement masculin, un métier qui est devenu extrêmement masculin, c'est surtout vrai dans les pays occidentaux, et notamment en Asie, où ça ne se vérifie pas, et c'est plutôt des métiers qui sont encore majoritairement féminins, tout en étant plutôt bien payés, mais enfin bon, dans le monde actuel c'est difficile d'échapper quand on a des bonnes compétences sur ces outils, voilà, donc en plus c'est contextualisé aussi en fonction des endroits dans le monde d'où on parle. Vas-y Vincent. Oui, je rappelais avant l'informatique, il y a aussi la question des mathématiques et j'ai lu qu'avec la réforme du bac, le nombre de filles qui font des maths a diminué. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très inquiétant. Bon, l'informatique, après, il y a d'abord Ada Lovelace a d'abord été formée en maths, et en fait, c'est aussi le rapport aux mathématiques et le fait que les mathématiques sont un monde masculin qui pose énormément de problèmes. Et là, il y a un travail en amont à faire
pour le coup, là, avant même des premiers pas en informatique, dès les classes primaires. Quoi, Ouais. Oui, la science en général, bon, après certaines sciences plus que d'autres, mais les sciences fondamentales, je crois, sont généralement plus. Et on voit l'impact du coup d'une politique publique, hein, c'est pas neutre et ça peut être dans les deux sens, en tout cas, et c'est des choses auxquelles il faut penser, parce que je pense qu'ils ne se sont pas posé la question, ils ont perpétué aussi des systèmes qui privilégient les hommes, et ben ça se répercute. Merci pour cette remarque. C'est pas une parenthèse, du coup, c'était pleinement dans le sujet. Je vous propose, vous allez reconnaître ce bruit. Cette petite clochette qui indique qu'on change de sujet, qu'on passe à notre item suivant dans le menu. Et je vous propose de continuer en douceur avec un point communauté libriste, en commençant par une grosse actualité aprilienne. On va parler de nous et de notre nombril, mais en même temps, c'est une actualité du monde du libre. L'April a lancé une campagne d'appel à soutien financier sobrement intitulée « Le lama déchaîné ». Alors, qui nous en dit plus ? Ça va encore être moi. Ah, tu as initié, non, il faut dire que t'as été, c'est toi qui as lancé l'idée d'une campagne. Je parler des mots croisés. Ah, il faudra en parler. Bon, voilà, il y a des mots croisés, c'est effectivement un aspect important. Mais bon, Bouki, c'est vrai que c'est toi qui as lancé l'idée de cette campagne, dans sa forme notamment. Oui. Exactement. En fait, ça a commencé avant l'été, où même après l'AG, où on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on refasse une campagne d'adhésion ou de soutien financier, parce que on pioche un peu trop dans nos économies de 2 années de suite, et les économies, malheureusement, ça me nuise, et puis ça s'est épuisé. Donc on s'est dit il faut qu'on lance une campagne de soutien financier. À ce moment-là, j'ouvre un énorme pad et je leur dis allez-y, balancez-moi vos idées, en disant comme d'habitude. Précise qu'il y a un pad quand même, parce que je pense que un pad, c'est on va dire un traitement de texte, mais partagé sur Internet, sur lequel n'importe qui peut contribuer. Donc j'ouvre ce pad-là et je me dis balancez vos idées, en me disant comme d'habitude, on va en avoir 2-3, ça sera facile de choisir. Sauf que là, manque de peau. Tout le monde s'y est mis, tout le monde était inspiré et on se retrouve avec plus d'une quinzaine d'idées différentes. Alors pas totalement 15 vraiment, mais moi j'en avais déjà chopé 8, donc rien que la moitié c'était de ma faute. Bref, on se retrouve avec plein d'idées et je me dis il va falloir qu'on combine tout ça. Qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on choisit, qui est-ce qu'on vexe ? Parce que forcément si on prend pas les idées de tout le monde, on vexe forcément quelqu'un. Et puis cet été, pendant que mes compagnons de route faisaient la sieste, parce qu'il faisait particulièrement chaud entre 14h et 16h30, j'ai pensé à l'idée d'une feuille de chou. Il y a une sorte de gazette, de magazine avec plusieurs rubriques dans lesquelles on pourrait reprendre toutes les idées. Et à la première réunion où j'en parle, ça fait waouh! Et tout le monde dit ouais, ok, on fait ça. Et on commence à en discuter, à voir quelles sont les rubriques qu'on garde. Là, il y a J qui nous balance une maquette le lendemain de la réunion. Tu devais être particulièrement inspiré pour balancer la maquette aussi rapidement. Et c'est comme ça qu'est né le lama déchaîné. On peut encore en parler, je vais juste préciser qu'on vous en dira beaucoup plus, on en parlera beaucoup plus la semaine prochaine, donc mardi 29 octobre, parce qu'on fait une spéciale au cœur de l'April, un sujet long qui est dédié à cette campagne pour en comprendre, voilà, c'est aussi l'intérêt de montrer l'envers du décor d'une campagne d'une association comme l'April, notamment une campagne de financement où voilà, on pourra développer un peu sur tout ça. Peut-être rappeler, alors c'est une feuille de chou, combien d'exemplaires, quelle parution ? Il me semble que c'est 9 exemplaires en tout, c'est ça ? Donc ça va de 0 à 8, parce qu'on est des informaticiens et que de fait on commence à compter à 0. Et en hexadécimal ? C'est pareil, puisque l'hexadécimal ça change à partir du moment où tu dépasses 10 quand tu commences. J'ai voulu faire le malin, mais... Désolé. En binaire par contre c'est autre chose. Et et c'est vrai qu'on a... Il y avait vraiment ce côté ne choisissons pas et faisons tout. On avait l'idée de faire des interviews, on avait l'idée de faire des articles de fond, de faire des jeux, de faire des choses comme ça. Alors les jeux, Vincent en parlera peut-être après. Mais on s'est dit c'est vrai que si on fait un journal ça a des chroniques, ça a des différentes sections. On a commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on mettait dans chaque case de ce journal en fait. Et puis le lama déchaîné, moi je reviens juste là-dessus vite fait parce qu'en fait c'est venu, c'est de ma faute si ça s'appelle comme ça en fait. En fait il y a quelques mois, moi je suis pas à l'April depuis très très longtemps. Il faut savoir, je suis là depuis 2 ans peut-être maintenant. Par rapport à l'âge de l'association, ça n'est pas très long. Tu es actif depuis 2 ans, mais tu es membre depuis beaucoup plus longtemps. Ah non. Non. Ah non. Ok. Et en fait, régulièrement, il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps me racontent des choses et tout. Et c'était Fred, donc du coup le président de l'asso, qui me racontait. Délégué général, le président c'est là. Ah pardon, oui, voilà déjà pour vous dire que
Bref, qui me racontait qu'il y avait eu cette idée de faire une image de lama en fait en reprenant ce truc de Tintin. C'est quand lama fâché, lama toujours faire ainsi, parce qu'on reprochait, alors si je me rappelle bien, à l'April d'être un peu trop virulente sur certains sujets. Et donc moi ça m'avait amusé parce qu'en plus j'aime bien dessiner des animaux. Donc j'avais dessiné un petit lama avec un espèce de logo April dans la pas la fourrure, comment on appelle ça, la fourrure, la laine. Ouais, la laine. Et ça avait bien fait marrer les gens au CA, et c'est vrai que au moment où on a commencé à travailler sur ce faux journal entre guillemets, je me suis dit ça pourrait être sympa comme logo. Et c'est vrai que après quand on a listé les titres possibles, il y avait tout un tas de trucs, et moi j'ai mis le lama déchaîné, enfin j'avais mis le lama enchaîné je crois à la base pour vraiment faire canard enchaîné, et c'est devenu le lama déchaîné. Et c'est moi qui l'ai transformé en déchaîné, et quand t'as proposé ta maquette t'as mis le lama déchaîné. Ouais. C'est ça. Surtout qu'en plus, cette image de briser les chaînes quand on défend, voilà, je pense à la liberté, notamment informatique, prend tout son sens, et je trouve que le clin d'œil est très réussi. Perso, moi j'adore. Et il y avait aussi autre chose, c'est qu'on se disait, ça nous change un peu des manchots et des gnous. C'est dit, on aime bien ces petites bêtes-là, mais c'est vrai que c'est un peu toujours ça dans le livre. On se dit, on va mettre un peu d'autres trucs quand même. Ouais, ça n'avait pas été fait encore, le lama, parmi toutes les idoles. C'est un chouette animal, je trouve, c'est très joli comme truc. Alors, oui, donc il y a des mots croisés, ce qu'on va entendre. Oui, moi je les ai testés. C'est important, il faut des tests. Il faut des gens pour tester. Je les ai testés, donc je sais pas quel est votre niveau cruciverbisme. Alors certains mots, il faut lire le texte avant. Il y a quelques pièges. Alors, il y a à la fois des mots habituels qu'on va retrouver dans tous les mots croisés, surtout en 2 lettres. Mais certains font vraiment spécifiquement référence à l'April et au texte avant dans la rubrique. Donc si vous séchez un petit peu, commencez à regarder lisez, parce que moi en fait je suis allé au mot croisé avant de lire, je reconnais, mais donc lisez d'abord le texte, ou en tout cas et vous trouverez. Et puis il y a des noms de membres de l'April de cachés dans les mots croisés, donc plaisir de les découvrir. Et tu peux penser à quelque chose. Donc là, on précise, le premier, donc le numéro 0, c'était la semaine prochaine. Demain, mardi 23 octobre, vous pourrez découvrir le numéro 1, donc le deuxième lama déchaîné. Et ces mots croisés, c'est vrai que si vous avez des... Alors moi, j'ai pas passé tant de temps que ça, mais c'est vrai qu'ils sont pas si simples. Mais c'est amusant, du coup, on se creuse la cervelle. Ça peut être aussi une manière de diffuser, parce que ça c'est une feuille de chou, hein, donc l'idée c'est de faire tourner autour de vous. Si vous connaissez des gens cruciverbistes, mais qui sont pas forcément familiers de l'April ou familiers de l'April et des logiciels libres, c'est une bonne manière peut-être de faire passer, de le laisser traîner dans une salle de repos ou une salle d'attente. Ça peut peut-être attraper l'œil. Faudra les faire avec, parce qu'il y a certains noms propres dedans, par exemple, qui sont vraiment, si tu viens pas du milieu du libre, je pense que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et effectivement, bien sûr, il est en ligne, et il y a un bouton de mémoire qui permet de l'imprimer dans un PDF propre, qui rend plus facile effectivement ce partage. Il y a une petite imprimante tout en bas. Parfait. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Voilà, je redis que on vous donne rendez-vous mardi 29 octobre, la semaine prochaine, pour avoir plus d'informations et de détails sur l'envers du décor de cette campagne, très amusante. Et qu'est-ce qui importe? Peut-être dire quel est l'objectif financier, parce que c'est un appel à soutien financier. Je sais plus si tu as donné un chiffre, mais c'est aussi important. Si on veut bien finir l'année sans piocher dans les économies, il nous faut 20 000 €. Voilà. Donc on appelle, que ce soit par don, par cotisation. Si vous êtes déjà adhérent et que vous avez possibilité d'augmenter votre cotisation, c'est vrai que ce sera... c'est un appel à soutien, et on a pris beaucoup de plaisir. Moi, j'ai participé un peu de loin, mais c'est une campagne très amusante, et elle donne envie, en fait, d'y participer. N'hésitez pas aussi à participer à votre niveau, à diffuser ce lama déchaîné. Il y a aussi des contributions qui peuvent être faites. Je sais qu'il y a un générateur d'images, on peut proposer des images, il y a des manières de contribuer, à en parler sur le réseau, notamment Mastodon, mais si vous êtes sur d'autres réseaux sociaux, pas hésiter. Et vraiment, on vous invite à découvrir cette amusante feuille de chou. Un dernier mot, Vincent? Oui, alors c'est juste une parenthèse, petite anecdote, parce que J parlait du lama. C'est-à-dire dans le logiciel libre, on aime beaucoup avoir des animaux comme mascotte. Et puis donc le pingouin, le manchot, c'est parce que c'est Linux, et puis le gnou, c'est GNU. Et j'ai découvert ce matin qu'il y avait une autre mascotte un peu cachée à l'April, qui est le hamster d'Alsace.
Et alors j'explique, c'est que j'ai travaillé ce matin avec Benjamin Drieux sur GDTC, qui est le logiciel de l'April pour gérer vos cotisations. Donc c'est toutes celles que vous allez faire là très rapidement et ainsi de suite. Et j'ai eu un message d'erreur et c'était la photo du message d'erreur était un hamster d'Alsace. Et Benjamin m'a expliqué, c'est que à l'époque, dans les années 2000, il avait lu des directives, un journal de l'Union européenne. Il y avait un truc sur le logiciel libre et juste après, c'était sur l'hamster d'Alsace. Donc il avait pris ça. Donc si vous êtes en manque de petits animaux fétiches, c'est très mignon, l'hamster d'Alsace. Il est aussi fait partie de l'April. Ouais, il y a toujours beaucoup d'humour à l'April. Hein. On aime rire, oui. Et question importante, que reliée par Fred sur est-ce qu'on peut redonner, je l'ai sous les yeux, cela dit, mais l'URL, où est-ce qu'on peut trouver cette campagne? Alors, on la mettra en référence. Logiquement, voilà, elle est censée être en référence, sinon c'est sur april.org/campagne. Tout simplement. Et en fait, si vous allez sur n'importe quel site de l'April, un bandeau devrait vous y conduire assez rapidement. Alors, je vérifie s'il y a eu d'autres questions et je vous propose... non, on reste sur le même sujet qui est des communes. On peut quand même se faire un petit plaisir. Voilà. On est dans les points sur la communauté Libris et bien sûr, il n'y a pas que l'April dans les communautés du libre. C'est une communauté qui est riche d'associations et de personnes. Et c'est aussi la fin de l'année, pour les libristes le savent, une période qui est riche d'événements. Donc il y a un événement qui arrive assez bientôt, qui est le Capitole du Libre à Toulouse, organisé par nos amis de Tout Libre, qui est un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices du logiciel libre, qui est un événement où à chaque fois que j'y suis allé, j'ai passé un super moment. C'est vraiment un événement de libriste, pour le coup. Il y a plusieurs confs de l'April. J et Bouki, vous y serez, je crois. Ouais, nous on part en campagne. On part en campagne, voilà. Toi aussi, tu y seras. Moi aussi, j'y serai. Vincent, je ne sais pas si tu as prévu d'y aller. Non. Isabella aussi devrait y être. Voilà, Isabella, qui est une des salariées de l'April, comme moi, qui s'occupe de l'animation associative, de la vie associative, de la coordination des projets. Je compte plusieurs confs. Enfin, moi, j'en ai aimé une, alors qui s'appelle Députés, attrapez-les tous, pour montrer un petit peu l'envers du travail de plaidoyer politique. Comment est-ce qu'on convainc, on va chercher des parlementaires pour leur donner nos arguments et les convaincre de porter certaines positions. Bouki, je crois que tu proposes aussi une conférence. Moi, ce sera justement en campagne. Donc, on va parler de la campagne, de comment on l'a construite. Donc, c'est pour ça que ce qu'on va dire la semaine prochaine va être une base pour la conférence. Et puis, de comment on l'aura animée et de ce qu'on aura déjà réussi à récupérer au bout d'un mois de campagne. Et Isabella, parce que tu la mentionnais, alors j'ai plus le nom exact, j'aurais dû le noter, mais propose une conférence pour montrer le cheminement de l'April, sur les questions d'inclusivité et notamment de la place des femmes et des minorités de genre. Voilà, donc ça c'est un travail en continu à l'April qu'on juge important. Donc elle présentera ce travail. Puis bien sûr il y aura un stand de l'April. Vous pourrez, si vous êtes de ce côté-là, nous retrouver. Mais voilà, si vous avez l'occasion et que vous n'avez jamais allé au Capitole du Libre, c'est vraiment un événement vraiment super. Donc encore bravo à Tout Libre pour la super organisation à chaque fois. C'est vraiment très réussi. Vas-y Bouki. Sachant qu'ils enregistrent toutes les conférences, donc même si vous ne pouvez pas vous rendre sur les lieux de l'événement, vous pourrez récupérer les enregistrements des conférences. Et ça, c'est vraiment un bel effort que je salue. Merci. Oui, je te rejoins là-dessus. Autre événement important, alors qui est moins communautaire dans le sens qu'on peut l'entendre un peu plus entreprise, mais qui reste un événement important, je pense, c'est l'Open Source Experience à Paris, qui lui sera les 4 et 5 décembre. L'April, il y a un stand aussi. Et Bouki, je me tourne vers toi parce que je crois que tu fais partie, toi tu organises le village associatif au sein de cet événement. C'est-à-dire que comme chaque année, on fait un appel à stand pour que les associations puissent demander un stand. Et parmi cette superbe exposition remplie d'entreprises, il y aura un petit village du libre cette année avec, excusez-moi, 7 malheureux petits stands, mais on espère que l'année prochaine, ce sera un peu plus, puisqu'on retrouvera une taille de salon oui, c'est exceptionnel. D'habitude, c'est plus, et ce sera plus dans le futur. Là, ouais. Moi, j'ai commencé avec le salon GNU Linux, où on avait 60 associations, puis c'est tombé à 40, 20, et 7 cette année. Donc, on espère que l'année prochaine, on repassera au moins à 15. Oui, c'est devenu vraiment un salon professionnel. Donc, il y a des... Moi, en général, j'ai plein de discussions assez intéressantes là-bas, notamment au milieu du village associatif, mais il y a aussi des entreprises avec des vrais libristes souvent aussi qui sont soit individuellement, soit en tant qu'entreprise membre de l'April ou d'autres associations. Ça reste un événement sympa, je trouve, à aller, mais c'est vrai que ça reste un événement assez professionnel. Il faut... Après, tant que le salon ne meurt pas, moi, je suis contente. Voilà.
Oui, ça reste un événement important pour animer aussi. Bah, ça, c'est un point hyper important. Les entreprises font vraiment partie de la communauté du logiciel libre et sont des membres extrêmement importants pour faire vivre les logiciels. Hein. Je vous propose de mentionner un dernier événement qui, lui, sera donc, ils sont dans l'ordre chronologique. Hein, le passage en libre passage en libre XXL. Alors PSL XXL, c'est le premier samedi du libre, absolument. Mais format XXL, parce que au lieu d'être juste un samedi à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Parinux va occuper tout le week-end. Donc toujours à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il y a des conférences qui sont prévues, toujours une install party, des ateliers, de nouveau un village avec pas mal de monde. Donc voilà, c'est un gros événement parisien qui a lieu malheureusement la même semaine ou le week-end de la même semaine de Open Source Experience, mais il a le mérite d'exister, donc il faut y aller. Je précise juste qu'Install Party, c'est un endroit où on peut aller pour se faire accompagner dans l'installation de logiciels libres sur son ordinateur, sur son téléphone, si les personnes... c'est parfois plus compliqué, mais on peut trouver aussi les personnes... Mais c'est faisable si on veut être accompagné. Je précise que Parinux, c'est un groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels basés à Paris, un peu comme les Tout Libres à Toulouse. Et je précisais, j'ai bafouillé parce que j'avais Passage en scène, qui est un autre événement très important du libre qu'on peut mentionner. Alors, eux, c'est plutôt fin juin. Enfin, ce début de l'été. Début de l'été, on peut partir, donc ça c'est à Choisy-le-Roi. On peut saluer également du côté de Lyon, il y a les Journées du logiciel libre, qui est aussi un super événement. Ça c'est plutôt en avril de mémoire. Voilà, donc il y a des événements toute l'année. Là, on mentionnait ceux qui arrivent bientôt. Donc merci encore à toutes celles et tous ceux qui organisent ces événements vraiment essentiels pour le logiciel libre. Vous voyez d'autres actualités sur la communauté libriste à mentionner ? Non. Eh bien, on avance. On va peut-être faire une pause musicale en fait. On va se détendre un petit peu les oreilles avant de rentrer dans des sujets un petit peu moins détendus. Il faut que je retrouve mon fichier pour pouvoir lancer la pause musicale dans de bonnes conditions parce que je ne me rappelle pas du titre. Pourtant, il y a café dedans. Alors, nous allons écouter Moliendo Café par Zenzinho Fernandez. On se retrouve juste après. Belle journée d'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Quella la tarde lá que desce rei nessa las sombras y la con todos los cafitas volví a sentir esa triste canción de amor vieja molienda y es tarde y volví la noche parece decir Quella la tarde lá que desce rei nessa las sombras y la con todos los cafitas volví a sentir esa triste canción de amor vieja molienda y es tarde y volví la noche parece decir una pena do amor, una tristeza avanzamos Manuel sua amargura passei em câncer la noche molhando café Quella la tarde lá que desce rei nessa las sombras y la con todos los cafitas volví a sentir esa triste canción de amor vieja molienda y es tarde y volví la noche parece decir rei nessa las sombras y la con todos los cafitas volví a sentir esa triste canción de amor vieja molienda y es tarde y volví la noche parece decir una pena do amor, una tristeza avanzamos Manuel sua amargura passei em câncer la noche molhando café Quella la tarde lá que desce rei nessa las sombras y la con todos los cafitas volví a sentir esa triste canción de amor vieja molienda y es tarde y volví la noche parece decir
e é tarde volver la noche parece decir. Nous venons d'écouter Moliendo Café par Zezinho Fernandez, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Étienne Gonu de l'April et nous vous convions au Café Libre. Je suis en compagnie de Bouquinette, J et Vincent. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors c'est vrai qu'on a passé peut-être plus de temps à l'apéro qu'on l'aurait anticipé. C'est pourtant des choses qui n'arrivent jamais. Et là, voilà, mais c'est vrai que c'est un apéro tout doux. On a parlé de plein de choses super positives et vous voyez où je veux en venir. Ça sera peut-être un petit peu moins doux sur la suite, mais un peu plus piquant peut-être. On va parler du nouveau gouvernement et plus particulièrement de la place accordée au sujet des technologies numériques, au moins voilà, dans l'apparence. Alors pour se mettre dans le ton, je vais citer le titre d'un article publié dans Clubic le 22 septembre 2024. En effet, la secrétaire d'État à l'IA et au numérique est à la dernière place du gouvernement, un nouvel affront à la tech. Donc pas content. En effet, le 21 septembre, après un suspense que je ne vais pas prendre la peine de qualifier ici, nous avons découvert le gouvernement mis en place par Michel Barnier, avec la nomination de la secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Clara Chapaz. Alors avant de parler de la personne en elle-même, c'est déjà très intéressant de se pencher sur la question de l'organigramme et du périmètre de ce secrétariat. Et déjà on voit effectivement dans l'ordre protocolaire le ministère, donc c'est rattaché au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, c'était pas le cas avant, et donc qui est un des derniers dans l'ordre protocolaire, et donc c'est la dernière aussi secrétaire d'État dans cette position. Donc voilà, on va avoir une sorte de relégation assez bas dans le classement. Ouais. La pauvre, elle a dû attendre que tous ses petits copains passent pour passer en dernier. Ça me fait un peu penser quand on forme des équipes où t'es la dernière choisie, quoi. Bon, c'est peut-être méchant, mais toi aussi, ça t'est arrivé, parce que j'y vois tout le temps. Mais là, il est dans l'équipe, parce qu'on savait pas qui ça allait être pendant un moment. Oui, sur l'ordre protocolaire, il faut rappeler que le garde des Sceaux est deuxième dans l'ordre protocolaire, et je pense pas que dans le gouvernement actuel, la question du garde des Sceaux sera prioritaire. Donc, l'ordre protocolaire, faut pas trop s'en soucier. Tu veux dire qu'on s'en fout? Oui, et puis de certaine manière, c'est aussi bien d'être présent, parce que par exemple, la ville, il y a aucun intitulé sur la ville, donc on est presque heureux qu'il y ait le numérique quelque part dans le gouvernement, quoi. Mais en soi, que ce soit avant, c'était rattaché au ministère de l'économie, et c'est rattaché maintenant au ministère de la recherche, ce qui n'est pas inintéressant. Puis après, avoir un secrétaire d'État, c'est pas grand-chose non plus, parce qu'il n'y a pas de direction et d'administration derrière. Un secrétaire d'État, c'est juste un cabinet. C'est pas faux. Absolument. Voilà, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir préférer, à demander, ça fait longtemps qu'on demande un ministère de ce qu'on appelle de plein droit, de plein pied, qui serait dédié à ce sujet. Bouquinette. Après, je vais être bisounours un petit peu, en tout cas une dernière fois. La première et la dernière fois que les mots logiciels libres sont rentrés dans la loi, c'était sur l'enseignement supérieur et la recherche. Donc peut-être que c'est bon signe. Alors c'est le seul endroit où il y a explicitement une priorité logiciel libre. Effectivement, c'est pour l'enseignement supérieur de la recherche. Alors comme beaucoup de lois, le principe est là et il n'est pas forcément mis en œuvre parce qu'il n'y a pas les moyens accordés, tout simplement. Et c'est vrai que je trouve intéressant que ce soit accroché à la recherche parce qu'il y a une notion de recherche. Avant, c'était à l'économie. Alors, la différence, c'est que le ministère d'économie a beaucoup plus de poids politique, tout simplement, de capacité d'action. Alors, est-ce que ça voulait dire que le secrétaire, donc, il était précédé par Marina Ferrari, qui était elle-même précédée de Jean-Noël Barrot, qui était donc là attachée à l'économie. C'est vrai que nous, on trouverait déjà que ce soit sans ministère plein pied, ou à moins rattaché au Premier ministre pour avoir cette vraie portée interministérielle. Parce que c'est vrai que c'est attaché à la recherche. Est-ce que ce n'est pas moins traité comme un sujet business, quoi, pour économique? Moi, j'avoue que le fait que ça soit rattaché à la recherche et aux sciences au lieu d'économie et finance, moi, je voyais plutôt ça d'un point de vue positif. Parce que je me disais, au moins, ça y est, on a compris que le numérique, c'était pas juste une question de trucs pour faire du pognon. Bon, après, je me fais pas d'illusions sur la façon dont le gouvernement voit la recherche, qui est aussi une façon comme une autre de faire du pognon, et certainement pas de rendre service aux gens. Mais
Bon, je trouve pas ça délirant. Le numérique, c'est quand même quelque chose qui, à la base, est une science, et une science quand même assez poussée. Donc après, effectivement, tu as raison sur le côté poids politique. On peut aussi voir ça d'un point de vue négatif en se disant, bon, bah, c'est un peu une dégringolade, on met ça avec un ministère dont on se fout, et en même temps, c'est pas bien que la recherche, ce soit un ministère dont on se fout. Donc voilà, je suis un peu partagé. J'ai envie de voir le positif là-dedans, parce que c'est un peu le seul truc positif que je vois dans ce sujet. On va pas revenir sur le fait qu'on a un gouvernement de droite, alors qu'on a eu une majorité relative, certes, mais de gauche à l'Assemblée. Bon, voilà. Donc moi je trouve ça chouette que ce soit rattaché à la recherche, mais après je suis biaisé, hein. Moi j'ai fait un doctorat, tout ça, donc la recherche j'aime bien, quoi. Et le fait que ce soit, parce que elle n'est pas juste secrétaire d'État du numérique, c'est de l'intelligence artificielle et du numérique, et donc l'intelligence artificielle mis en premier, ce qui est généralement pas anodin dans des intitulés. Qu'est-ce que ça peut vous évoquer, ça? Si ça vous évoque quelque chose. C'est buzz. Ça fait assez buzz. C'est buzz, hein. L'intelligence artificielle, c'est un peu le sujet du moment. C'est ce qui a relancé les cotations boursières des grosses entreprises. Donc, c'est buzz. Et leur bilan carbone. Est-ce que ça enferme pas le sujet numérique à l'intérieur du sujet de l'intelligence artificielle? Ça, après, on verra ce qu'ils vont mettre en place. Ça, c'est évident, ouais. De toute façon, oui. Enfin, moi, je pense que même si c'est plus à l'économie et aux finances, comme je l'ai dit, je pense que ça reste quand même... Le numérique, c'est vu comme une niche pour faire du pognon. Et l'IA, particulièrement, il y a une bulle. Et bah donc allons-y, quoi. Je pense qu'il y a vraiment pas... C'est un des trucs qui est terrible avec tout ça, c'est que je pense qu'il y a aucune vision politique à long terme, en fait. Là, on a vu IA, on s'est jeté dedans. Je veux dire, il y aurait eu la dissolution il y a 2 ans, ça aurait été le secrétariat d'État au métaverse. Enfin, je sais pas, mais... Ouais. Je suis désolé, je suis pas très optimiste sur ce point. C'est qu'on a du mal à attendre autre chose que la continue comme avant, quoi. Ouais. Alors tu parlais d'économique, alors bon, on peut peut-être parler du profil de la secrétaire d'État, parce qu'elle a plus un profil business qu'un profil enseignement supérieur recherche. Comme d'habitude. Alors je crois que tu avais envie d'en parler un petit peu. Alors, on rappellera qu'elle s'appelle, je vais donner 2-3 infos. Clara Chapaz, donc, a été la patronne notamment de la French Tech en 2021. Ça a aussi une mission, alors je vais donner le titre exact, mission chargée de soutenir la structuration et la croissance de l'écosystème des startups françaises en France et à l'international. Donc ça existe depuis 2013. Et c'est là, alors je vais citer une remarque d'un article de Numérama, la seule prise de la société civile. Ouais. Tous les autres membres du gouvernement sont des routiers de la politique et des routières de la politique. Et les 2 personnes qui ont précédé Clara Chapaz à ce poste, donc je parlais de Marina Ferrari et Jean-Noël Barrot, étaient aussi des personnes du sérail politique plus traditionnel. Alors, bah oui, alors société civile, ça me fait toujours rire comme terme, c'est-à-dire que oui, c'est une personnalité typique de la Startup Nation. Encore une fois, on dirait pas que Macron a perdu l'élection, c'est toujours la même chose. Donc elle est passée par l'ESSEC Business School, par Harvard Business School. Ouais, business, quoi. Alors, il y a un truc rigolo, bon, on va dire, c'est pas forcément du népotisme, enfin, c'est la fille de Pierre Chapaz, qui est un entrepreneur qui a fondé des entreprises, pour le coup, dans la tech, pas de business. Alors, les entreprises, il y a Quelcoup, qui est un comparateur de prix, et TEDS, je sais pas comment on dit, qui fait de la publicité vidéo. Moi, c'est pas les aspects du numérique qui m'éclatent le plus, je vais pas vous mentir. Oui, pour moi c'est business as usual, quoi. On est toujours dans quelque chose de Startup Nation, c'est-à-dire moi quand on parle de société civile, je trouverais ça pas déconnant, par exemple, qu'on ait des chercheurs ou des chercheuses à la recherche. Et des gens qui connaissent quelque chose au numérique. Voilà. Bon. Je suis peut-être un peu optimiste, hein, mais bon, j'ai pas énormément de trucs à en dire de plus. Voilà, je regarde toujours ça d'assez loin, parce que c'est toujours la même chose à peu près depuis que je suis né, finalement, j'ai l'impression, probablement même avant. Donc ça n'a rien de réjouissant. Voilà. Oui, ça n'a rien de révolutionnaire. Avant qu'on passe au sujet suivant, est-ce que Abouki ou Vincent, vous auriez aimé réagir ? Oui, moi, juste sur le fait que ça devrait avoir une dimension interministérielle ou rattachée au Premier ministre. Finalement, ce sera assez cohérent, parce qu'en plus, on va parler, je pense, de la DINUM, qui est la direction interministérielle au numérique, hein, donc ça aurait effectivement beaucoup plus de sens. Et puis après, effectivement, cette pauvre personne, on ne sait pas quelles sont les relations, quel poids personnel elle peut avoir, parce que dans toutes les négociations, ce qui compte après, c'est quand même le poids politique de la personne. Voilà, dans les arbitrages politiques, et effectivement, on imagine que ce secrétariat d'État, comme tu le disais, qui n'ont pas l'administration attachée, voilà, on verra. Enfin,
Nous verrons bien. Vas-y, Bouki. Bon, moi, du coup, je suis allée chercher des informations sur cette personne et surtout ce qu'elle avait fait depuis le 21 septembre. Et elle a fait des choses. En tout cas, 2. La première, c'est début octobre. Elle est allée visiter l'entreprise Index Éducation. Alors, on la connaît pas beaucoup, cette entreprise, mais moi, je peux vous le dire que c'est celle qui développe Pronote, ce logiciel pour les écoles, qui gère les agendas, les cours, les salles et tout ça, et qui est tout sauf libre et qui même fait beaucoup de choses très discutables. Voilà, donc c'est pas très bon signe pour le logiciel libre. Puis après, elle est allée visiter des locaux de la start-up, encore une start-up, voilà. Et elle a participé à une table ronde où dedans il y avait plein de start-upers, en tout cas la moitié des participants. Et puis il y avait aussi un député de la première circonscription de Paris, une mairesse du 9e arrondissement, et le thème c'était la santé mentale par le numérique. Voilà, donc autant vous dire que ça porte pas beaucoup d'espoir, cette jeune secrétaire d'État, et donc j'ai décidé de rien attendre, ça m'évitera d'être déçue. Oui, allez, youpi, et on avance. Même si on ne change pas complètement de sujet, mais en tout cas, on va parler de transformation numérique de l'État, une des principales manières dont est appréhendé le sujet informatique par les pouvoirs publics. En gros, comment intégrer les outils numériques pour répondre aux missions de service public. Dans le détail, ça recouvre en fait pas mal de réalités différentes. Ça va de l'équipement informatique des agents et des agentes, de la rationalisation de la gestion interne, de l'accès aux services publics par les usagers et usagères, parfois aussi le flicage, malheureusement. Voilà, il y a beaucoup de... C'est comment on utilise donc les outils informatiques. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le détail de l'actu, alors vous aurez peut-être pas de remarques à faire, mais est-ce que ça vous avez quelque chose, cette notion de transformation numérique? C'est quelque chose que vous avez pu réfléchir à l'occasion ou pas? C'est pas obligé, parce que je vous ai pas posé la question avant, donc si ça vous inspire pas, on rentre directement dans l'actu. Alors, on va basiquement, transformation numérique, ça pourrait être positif si c'est bien fait, quoi. Mais je sens que ça va pas être bien fait, donc... Puisqu'on parle de transformation numérique, on l'évoque parce que, alors Vincent parlait de la DINUM, qui est donc la direction interministérielle du numérique, effectivement, et il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur la DINUM. Alors là, je vais citer le titre de l'article de silicon.fr, Transformation numérique de l'État, la Cour des comptes critique la DINUM, donc ça mérite d'être factuellement clair. Et le chapeau de cet article lit créé en 2019, la DINUM développe les services numériques de l'État. La Cour des comptes s'est penchée sur son fonctionnement et ses réalisations et ne ménage pas ses critiques. Après, c'est son rôle, à la Cour des comptes, de critiquer ce qui est fait financièrement dans l'État. Donc, c'est au-delà que se mettre en lumière, en fait. Elle fait un travail un petit peu de synthèse, d'exploration, d'enquête, pour voir d'audit. C'est un audit financier, en fait, tout simplement. Alors, je regardais si on avait des questions. Et puis, je vais citer aussi plus particulièrement sur la question logicielle libre, celle qui nous intéresse à l'April, parce que, à l'April, on a lu ce rapport, parce qu'il concerne quand même nos sujets. Et on relevait que pour la Cour des comptes, les objectifs sont encore insatisfaisants en ce qui concerne la promotion des logiciels libres. Alors, je vous précise d'ailleurs que le rapport en question s'appelle « Le pilotage de la transformation numérique de l'État par la direction interministérielle du numérique ». Et ce regard sur le logiciel libre n'est pas nouveau à la Cour des comptes. On avait déjà un rapport annuel qui, en 2018, appelait à amplifier la stratégie qui était mise en place à l'époque vis-à-vis du logiciel libre. Il mettait des recommandations pour cette stratégie soit amplifiée. Alors, je ne sais pas si vous aviez des choses, vous, qui vous avez heurté sur ce rapport, sur les actualités qui ont été faites. Alors moi, j'ai encore... ça va rester un peu dans la même thématique que précédemment, mais il y a un truc qui m'a un peu interpellé. Bon, déjà, on peut être d'accord avec la Cour des comptes sur le fait que la DINUM, effectivement, va clairement pas assez vite et pas assez loin sur tout ce qui est logiciel libre. Par contre, moi, ce qui me gêne un peu, mais bon, c'est la raison, quoi. C'est-à-dire que moi, je vois dans le rapport de la DINUM, j'ai lu les économies budgétaires réalisées grâce à la mise à disposition de logiciels libres ne sont pas calculées pour l'ensemble des administrations, donc ça, c'est un reproche. Et là, encore une fois, le logiciel libre, c'est vraiment juste vu comme un moyen d'économiser. Alors, tu vas me dire, c'est la Cour des comptes, quelque part, ils s'occupent de gérer l'argent, donc c'est normal. Mais quand même, quoi, moi, je comprends, même moi, je pense que je suis un peu venu au logiciel libre parce qu'il y a le côté c'est gratuit, c'est sympa. Mais d'un point de vue politique, le logiciel libre, c'est quand même plus que ça, quoi. Il y a des raisons qui vont au-delà de l'aspect purement budgétaire de vouloir passer au logiciel libre et de voir ce truc-là comme espèce de la Cour des comptes qui titille parce que ça serait moins cher si vous faisiez du logiciel libre. Oui, mais pas que.
Voilà. Et moi, c'est ça qui m'irrite toujours un peu. Mais bon, encore une fois, c'est la Cour des comptes. Hein. Oui, là, elle est dans le périmètre de C'est ça. son mandat, on va dire. Mais je trouve quand même qu'elle met en avant, et moi je trouve mais en fait ça va dans le sens que tu dis, qu'il y a un manque clair, et, en fait, et ça fait même écho à ce que tu disais plus tôt, de vision politique et de stratégie en fait politique. Et on en a encore, et je trouve ça dingue qu'en 2024, en fait, on en soit encore, qu'on voit tout, partout on est passé. Il faut montrer le logiciel libre, mais on le met, voilà, il faut qu'il fonctionnellement, il soit mieux, enfin, qu'il convainque uniquement fonctionnellement, et on le met, on le compare, voilà, bêtement contre les logiciels de Microsoft, contre chose, sans mettre en avant politiquement, ce qui va concerner les enjeux là de mutualisation, d'interopérabilité, d'indépendance, de souveraineté, etc. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, on fait comme si on était dans un supermarché, et puis on a sur une étagère, on a du propriétaire et du libre, et puis on va prendre celui qui est le mieux. Mais en vrai, le libre, ça fonctionne pas comme ça. Le libre, ça permettrait justement que au lieu de payer des licences comme ça en pure perte, on pourrait payer des gens pour développer des choses, notamment au sein de l'État. Et ce serait un cercle vertueux, c'est-à-dire on redévelopperait des compétences en interne, on participerait à des communs que sont le logiciel libre, et en fait, ce serait peut-être moins d'économies que si on payait personne et qu'on prenait juste les logiciels libres gratos comme ils existent. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de souveraineté, en termes de pouvoir, en fait, c'est-à-dire de trouver un peu de pouvoir sur notre numérique, je veux dire, c'est quand même un peu dérangeant d'avoir autant de dépendance dans les ministères français à des logiciels américains, enfin états-uniens. Alors ok, on peut se dire les États-Unis sont nos alliés, oui. Enfin, le monde d'aujourd'hui est quand même relativement instable. Je ne sais pas jusqu'à quand on aura des intérêts complètement alignés avec ceux des États-Unis, si c'est déjà le cas aujourd'hui d'ailleurs. On verra après le 5 novembre. Voilà, on verra. Donc c'est pendant les élections américaines, hein, pour ces personnes qui n'avaient pas la référence, et effectivement, ça peut changer des choses. Ouais, Boki. Non, après, même si c'est juste une question financière, il faut quand même reconnaître la Cour des comptes, elle soutient les logiciels libres depuis 2018, quoi. Donc ça fait quasiment 6 ans qu'elle dit il faut faire du libre. Ça coûterait peut-être moins cher, mais elle le soutient. Et comme l'a dit Num, c'est lancé dans ce parcours de faire du libre aussi. C'est normal qu'il y ait des attentes de la Cour des comptes pour pourquoi vous n'en faites pas plus, mieux ou d'une autre manière. Et c'est aussi, ça coûterait moins cher, parce que ce serait aussi de mémoire dans ce rapport, parce que ça permet. Ce que ça permet en indépendance, etc., c'est aussi c'est de l'investissement, en fait. Et voilà, donc, de point de vue de la Cour des comptes. D'ailleurs, il y a un chiffre intéressant dans ce rapport. Alors, c'est une estimation de la DINUM, hein, mais parce il était question d'une suite. Elle propose une suite numérique qui a été critiquée par nos amis du CNL, qui est une association des entreprises du numérique ouvert. On va pas rentrer dans les détails, là, parce pas forcément le temps, mais je vous invite je le mettrai en ligne là, à lire leur communiqué à l'époque. Hein. Mais en tout cas, voilà, dans ce rapport ressort un chiffre c'est toujours intéressant d'avoir ces chiffres-là. Donc la DINUM estime en effet que les dépenses engagées par des licences privées, donc par exemple celle de Microsoft et compagnie, ouvrant l'accès à une suite numérique, donc c'est-à-dire la bureautique, messagerie, échange de fichiers, s'échelonnent entre 300 et 590 € par an et par agent. Donc voilà, on n'est pas sur des petites sommes, et c'est de l'argent en location, on n'est pas sur de l'investissement. On aurait les mêmes chiffres qui permettraient finalement de devenir entre guillemets propriétaire, avoir une maîtrise dans le temps de ces outils informatiques. On voit bien, l'argent serait dépensé autrement. On avance ? On peut peut-être rester un petit peu sur la Cour des comptes. Ah oui, parce qu'on est pensé. Oh là, j'oubliais un aspect important, mais c'est peut-être celui-là que tu voulais évoquer. Oui, dernièrement, il y a la Cour des comptes qui a fait une sorte de d'ouverture, de permettre au grand public d'aller faire des propositions sur ce qu'elle étudierait l'année 2025. Et alors moi je suis toute contente parce que je suis allée participer dès qu'il y a une plateforme ouverte comme ça. Je suis allée soutenir la proposition qu'a faite l'April, qu'elle avait déjà faite en 2022, puis qui avait été faite par le CNLL, je crois. Alors en 2022, on avait soutenu les propositions de Stéphane Fermigier, qui est coprésident du CNLL, et en fait là on l'a très légèrement à la marge retravaillé pour la remettre dans le contexte actuel. Mais voilà, ce qui est la proposition, c'est l'évaluation des dépenses logicielles de l'État et des administrations centrales. Des administrations centrales, c'est ça. En gros, ils dépensent quoi, comment, à qui, ils donnent des sous, et ainsi de suite. Je pense que c'est important qu'on ait accès à ces chiffres-là pour se rendre compte des dépenses phénoménales qui sont faites en licence privatrice et surtout des économies qu'on pourrait leur faire faire. Tout à fait. Et on imagine que la Cour des comptes serait intéressée à reprendre ça, parce que ce problème de l'absence de mesures sur le financement et sur les dépenses ressort à plusieurs reprises dans le rapport sur la DINUM qu'on évoquait juste avant. Donc on souhaite que ce soit dans le cadre de ces consultations ou autrement,
qu'elle reprenne ce rapport. Elle va donner sa décision en janvier 2025 avec une synthèse. Et la proposition de l'April a fini en 7e position avec plus de 400 soutiens. Voilà, c'est quand même assez impressionnant que des propositions, la nôtre arrive en 7e. Je crois qu'ils sont engagés à faire les 10 premières au moins, en tout cas. Alors, à répondre, ils s'engagent, mais c'est normal, ils ne s'engagent à rien sur les propositions qu'elles vont reprendre, mais en tout cas à expliquer, alors je sais plus, en tout cas à étudier les plus soutenues et à expliquer dans un document leur choix ou leur refus de reprendre certaines positions. Ça, pour le coup, ça me choque pas, en tout cas, que ce soit pas automatiquement, parce que... En tout cas, s'ils font pas d'études sur ces dépenses-là, il faudra qu'ils nous expliquent pourquoi. Là, je les attends au tournant, quand même. Oui, c'est sûr qu'on serait surpris, en réalité, par rapport justement à leur position dans le rapport. Ça serait assez cohérent, en tout cas, de s'engager sur la voie d'un tel audit. Oui, souvent en argent public, on fait la différence entre fonctionnement et investissement. On peut quand même dire que louer des licences pour un an pour une agence, c'est du fonctionnement, alors que financer un logiciel libre, c'est de l'investissement. Donc, c'est quand même, philosophiquement, c'est pas du tout la même chose. Et même, je sais que pour les collectivités locales, les règles budgétaires sont pas les mêmes. Et oui, je crois qu'il faut que la dépense en informatique soit d'abord de l'investissement avant d'être du fonctionnement. Et ça demanderait, je pense, une vraie vision politique pour comprendre et avoir cette logique. C'est extrêmement raison de la mettre en avant. Et en plus, c'est de l'investissement qui se fait pas au niveau d'une collectivité, parce que d'une administration, si une administration soutient un projet ou investit, ça va bénéficier à toutes celles qui partagent les mêmes besoins informatiques. Sachant que c'est faisable même au niveau d'une collectivité, parce qu'il me semble que Nicolas Vivant de la ville d'Échirolles a lancé un rapport financier sur les économies que sa ville avait faites en utilisant du logiciel libre plutôt que du logiciel propriétaire. Donc c'est faisable. C'est vraiment faisable au niveau des villes. Donc je trouve pas ça déconnant de le demander par la Cour des comptes à des villes, à des départements ou même à l'État. Et si on veut avancer, il faut savoir où on va et d'où on part, et c'est pour ça que sert un audit, en tout cas. Et ça nous servirait à l'April. Pour comprendre, on va voir, ça servira à amener des politiques publiques utiles plutôt qu'un peu au doigt mouillé et à coup d'annonce. Je m'énerve aussi, dis donc. Allez, on avance. Alors, on avait dit, il est 35. Alors, on a un sujet qui n'est pas simple. Alors, je précise d'entrée de jeu qu'on n'a pas ça va être plus des expressions individuelles, parce qu'il n'y a pas vraiment de position April qui ont été formalisées sur le sujet, même si ça va venir, je parle d'IA. D'IA et de logiciel libre, notamment parce que l'Open Source Initiative, l'OSI, travaille sur l'élaboration d'une définition de l'intelligence artificielle open source, on dira libre, ou est-ce qu'une intelligence artificielle peut être du logiciel libre? Je pense que éthiquement la question peut se poser. Mais en tout cas, voilà, elle a publié une première version, ce qu'elle appelle une version candidate de ce travail. Une proposition qui fait pas forcément consensus, comme le rapporte ZDNet le 10 octobre dans un article intitulé « Première version de l'IA open source, voyons ce que ça donne ». Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, elle explique, je vais peut-être donner 2-3 détails. Donc, elle précise dans cette version de travail, en fait, ça reprend déjà les 4 libertés fondamentales, d'usage, d'étude, de partage et liberté de modification. Et puis, ça essaye, et c'est un petit peu, il me semble, le nerf de la guerre sur les questions d'IA, c'est ce qu'on appelle les données de formation pour entraîner l'algorithme, et quel niveau de transparence sur ces données de formation. Et c'est là, je crois que justement, ce travail de la Open Source Initiative de l'OSI a essayé de proposer quelque chose. Voilà, différents enjeux. Alors, je sais pas comment vous avez pu recevoir un petit peu ce travail de l'OSI et des critiques qui lui sont faites, et puis globalement de cette question de ce croisement entre IA et liberté informatique, le logiciel libre. Le sujet est difficile et complexe, moi je trouve même. Alors moi je vais donner un avis totalement personnel, c'est le but. Bon, d'une part, l'IA pose des problèmes de sobriété énergétique énormes, donc ça c'est la première question. Qu'il y ait des briques logiciels libres pour construire sa propre IA, c'est une bonne chose. Il y a des domaines, mais moi ce que j'attends d'un logiciel, comme dit dans sa chronique, c'est que ce soit déterministe. Et la question, c'est effectivement, comme on ne sait pas comment est construit l'IA, c'est-à-dire que même si j'attends d'un logiciel que je puisse l'auto-héberger chez moi un jour, mais en fait, je pourrais jamais auto-héberger une IA similaire à celles qui peuvent tourner. Donc ça c'est un vrai problème, de pas se dire que je pourrais jamais effectivement héberger moi-même, sauf à être habité à côté d'une centrale nucléaire, comme le font les centres de données actuels.
Ouais, puis effectivement, il y a aussi quelque chose. Alors déjà, effectivement, la problématique des données d'entraînement, elle est pas anodine parce que justement, une des critiques qui est faite à l'OSI, c'est que là, en fait, en l'état, des données d'entraînement seraient pas nécessairement publiques. Mais ça, en tout cas, pas entièrement. Et ça, c'est quand même un énorme problème parce que justement, la grosse différence entre les algorithmes d'IA actuels dont on parle beaucoup et les algorithmes classiques, les logiciels qu'on avait auparavant, c'est que maintenant, les données d'entraînement font en fait la qualité ou en tout cas les fonctionnalités d'un logiciel. Il y a un truc qui est super connu, il y avait des gens qui avaient développé un comment on appelle ça, un sèche-main, quelque chose dans les toilettes pour se sécher les mains. Alors je sais pas pourquoi ils ont besoin d'IA pour ça, mais ils avaient fait un entraînement que sur des mains des gens de leur équipe, et puis il y avait que des blancs. Et la première personne noire qui arrivait en dessous, ça marchait pas. Donc voilà, c'est ça qui est important dans les données d'entraînement, c'est que en fait c'est ça qui va faire si un logiciel marche ou pas. Et je rejoins ce que tu disais, Vincent, sur le côté il faut savoir comment ça marche, mais même ça, en fait, la grosse problématique de ces algorithmes d'IA, notamment ceux qui sont basés sur ce qu'on appelle le deep learning, donc les réseaux de neurones, c'est qu'en fait ce sont un peu ce qu'on appelle des boîtes noires. C'est-à-dire que même si on a les articles scientifiques qui te disent comment c'est foutu, mais même en voyant ça, c'est pas du tout évident de comprendre comment ça marche. Même les gens qui bossent dans ces domaines, souvent ne comprennent pas vraiment comment le logiciel marche. Il y a des gens qui comprennent, mais ils sont de moins en moins nombreux parce que c'est de plus en plus compliqué. Ce qui fait que le fait que ça soit à source ouverte, ça nous aide pas beaucoup. Et puis pour finir, moi je suis d'accord avec toi quand tu parles de la gabegie écologique que ça représente. Et en fait, moi j'irais même au-delà de ça, c'est-à-dire que en fait, le fait qu'un logiciel soit open source ou libre, d'ailleurs déjà c'est open source, c'est pas bon, peu importe, c'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est-à-dire imaginons on a un logiciel qui contrôle des drones pour aller assassiner des gens, ça devient pas un bon logiciel parce qu'il est sous licence libre en fait. Et je pense qu'on devrait quand même pas mal aussi se poser la question de tous ces logiciels-là. Alors il y a sans doute des nuances à apporter, toute l'IA n'est pas mauvaise probablement, mais il y a tout un tas de trucs qui actuellement produisent des résultats qui sont discutables en pompant une énergie folle, en alimentant une espèce de bulle qui risque d'exploser et de faire beaucoup de mal à beaucoup de monde. Le fait que ce soit sous licence libre, moi, je sais pas ma première préoccupation dans ce problème, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on a un problème qui est plus large que ça, quoi. Et moi, je me pose une question. Parce qu'à force de produire des choses, les IA vont finir par apprendre d'elles-mêmes. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, c'est tragique. Du coup, d'où on va si ça boucle comme ça et qu'il n'y a plus d'apport humain? Mais bon, c'est ça. Alors, il y a des choses qui se passent actuellement où il y a déjà des IA qui commencent à pas mal dysfonctionner. Parce qu'en fait, justement, quand une IA se nourrit elle-même, en général, ça a tendance à... Tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et qui finit par disparaître. C'est-à-dire qu'en fait, ça... En l'absence de données vraiment nouvelles qui viennent de l'extérieur, ça a tendance à se répéter. Et puis, tu sais, c'est comme si tu prends une photo, que tu l'imprimes, que tu la reprends en photo, que tu la réimprimes, que tu la reprends en photo. Tu vois, au bout d'un moment, en fait, ta photo, elle devient de plus en plus moche. Et en fait... Il y a des choses comme ça, et c'est d'ailleurs un problème que je sais pas s'ils l'avaient prévu, mais il y a des IA, tu sais, qui absorbent tout ce qu'elles peuvent trouver sur le web, d'ailleurs sans aucune considération pour le droit d'auteur et compagnie, qui se retrouvent un peu à se retrouver prises à leur propre piège, parce que maintenant il y a tellement de trucs qui sont générés par des IA sur le web, qu'elles commencent à absorber des trucs sans intérêt. Et c'est peut-être un des gros dangers pour les IA, je veux dire pas pour nous, mais pour le fait que les IA risquent de s'autodétruire à un moment. Et elles dépendent encore beaucoup, si on parle de la gabegie écologique, il y a aussi un gros problème social de travail, alors qui ne s'opère pas forcément en France en ce qui nous concerne, etc. Même si nous on participe quand on fait des captures pour vérifier est-ce qu'on est un robot ou pas, qu'on sélectionne des images, en fait on entraîne des IA, mais il y a beaucoup de personnes qui font un travail très mal payé et très difficile psychologiquement de modération de contenu pour continuer à former l'IA. Et puis l'IA on peut toujours la débrancher, donc on a toujours l'homme à toujours finalement aussi heureusement d'ailleurs, peut-être pas sur les kangous, je sais pas, il faudra qu'on voit. Voilà. Vincent, alors on arrive sur la fin. Vincent, je te laisse t'exprimer. Mais... Non, je voulais dire, juste, on avait dit qu'Ada Lovelace avait fait la première boucle conditionnelle. Avec les IA, on va avoir une boucle pas conditionnelle du tout. Bien, parfait. On finit sur une... Ça boucle bien. Ça boucle bien, exact. Voilà. On se fait des blagues en tiroir, en cascade, là, c'est merveilleux. Je vais juste mentionner, on va pas le temps d'en parler, mais le sujet est important, la question du financement du logiciel libre au niveau européen. Donc là, il y a qu'on appelle le Next Generation Internet, qui fait partie d'un truc de financement beaucoup plus large, un horizon. Je
le temps de retrouver ma ligne. Voilà, donc c'est un fonds européen de soutien, on va dire, au développement logiciel libre au logiciel en général. Ce financement semble sur la sellette. Ça faut voir que c'est un financement qui est en fait très faible relativement, mais qui a permis du soutien à de nombreux logiciels assez connus, Mastodon, Nextcloud, Bluebutton. Je pense que l'April fera très bientôt une communication là-dessus, parce qu'il devait y avoir un avis. On avait signé une lettre ouverte au début de l'été. On mettra les liens. Voilà. Donc si les sujets du financement de logiciels vous intéressent, et des logiciels en général vous intéressent, je vous invite à creuser le sujet. On en reparlera très bientôt. Eh bien, nous allons faire à présent une pause musicale. Bon, c'était un peu abrupt, hein. Je vais remercier Boukidji et Vincent qui reste avec nous parce qu'il nous présentera une nouvelle lecture buissonnière. Pour la continuité de ces lectures buissonnières, je fatigue. Nous allons écouter avant ça Balkarabic Chicken par Quantum Jazz. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Nous venons d'écouter Balkarabic Chicken par Quantum Jazz, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. C'est Sebaïessa. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons poursuivre avec les lectures buissonnières de Vincent Calam, ou comment parler du libre par des chemins détournés, en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Salut Vincent, tu es toujours avec nous. Et lors de ta dernière chronique dans l'émission 218, tu avais commencé à partager avec nous ta lecture de la convivialité d'Ivan Illich.
et tu poursuis aujourd'hui. Oui, alors si vous avez manqué les codes de l'épisode précédent, vous êtes peut-être dit en entendant l'annonce que nous allions parler de la convivialité. Chouette, Libre à vous propose enfin une chronique culinaire ou sur les arts de la table. Ce serait effectivement pas une mauvaise idée. J'ai pu constater que dans le Libre, on aime bien manger et contrairement à la caricature, la gastronomie ne se limite pas à un bout de pizza devant un écran. Rappelons également qu'un de nos métaphores préférées est de comparer le code source d'un logiciel à une recette de cuisine. Bon, alors je dois malheureusement vous décevoir, la convivialité dont nous allons parler ici est différente. Cependant, vous n'avez pas tort sur le fond, car Ivan Illich rappelle que le père de ce vocable est Brillat Savarin, dans son ouvrage « Physiologie du goût, méditation sur la gastronomie transcendantale », écrit au XIXe siècle. En fait, c'est Ivan Illich qui va ressusciter ce mot et lui donner un sens nouveau, en l'appliquant non plus à une personne, mais à des outils, voire à la société. Et donc, si aujourd'hui, le petit Larousse propose la définition suivante de convivial, je cite, donc en informatique, se dit d'un système accueillant et doté d'une interface d'utilisation facile, c'est à Ivan Illich que nous le devons. Bien sûr, cette définition et notre usage actuel du vocable est un peu édulcoré par rapport à ce que propose Ivan Illich, mais c'est pas un contresens non plus. La simplicité d'usage est un des critères de la convivialité. Alors, qu'est-ce que la convivialité et surtout qu'est-ce qu'un outil convivial, qui est le terme principal utilisé. Le titre anglais, c'est « Outils pour la convivialité ». Alors, dans son texte, Ivan Illich oppose régulièrement l'outil convivial à l'outil industriel. Et là, il va falloir tout de suite dissiper un énorme malentendu. Car si je vous dis l'outil convivial s'oppose à l'outil industriel, vous vous dites tout de suite ça y est, il va nous faire le coup de l'opposition entre l'outil fait main par le forgeron du village et l'outil standardisé fabriqué en usine. Normal, c'est que vous ayez ça en tête, le mot industriel est polysémique. Mais c'est pas du tout ça. Le sens que donne Ivan Illich à industriel est particulier. Il demande d'ailleurs à être approfondi, ce que je ferai dans ma prochaine chronique. Pour le moment, je vais vous donner 2 exemples qui vaudront mieux que tous les discours. Dans son texte, par 2 fois, Ivan Illich rend hommage au roulement à billes. Alors, ça fait sourire, en tout cas moi ça fait sourire, tellement le roulement à billes est un objet invisible du quotidien. Il suffit d'aller dans n'importe quel magasin de bricolage pour se rendre compte. Ivan Illich rappelle simplement que c'est un objet inconcevable au XVIIIe siècle. Et donc voici la première citation, et je vais demander à Bouquinette de la lire. J'attendais que mon micro revienne. Oui. Une société équipée du roulement à billes et qui irait au rythme de l'homme serait incomparablement plus efficace que toutes les sociétés rugueuses du passé et incomparablement plus autonome que toutes les sociétés programmées du présent. Voilà, donc merci. Société rugueuse du passé, il n'y a pas de nostalgie chez Ivan Illich. Il est pour l'innovation technologique, c'est elle rend les outils plus efficients et les personnes plus autonomes. J'y viens maintenant au 2e exemple d'outil convivial qui est encore plus parlant mais aussi plus surprenant, car je dois avouer que je m'y attendais pas du tout à ma première lecture de l'ouvrage. Je m'attendais au vélo, qui est un peu la tarte à la crème de l'outil convivial. Mais je ne m'attendais pas tout à celui-ci qui est le téléphone. Et donc là, à nouveau, je demandais à Bouquinette de citer directement le passage de l'ouvrage. Certaines institutions sont, structurellement, des outils conviviaux, et ce, indépendamment de leur niveau technologique. Le téléphone est un exemple, à la seule condition de pouvoir acheter un jeton. Chacun peut appeler le correspondant de son choix pour lui dire ce qu'il veut. Les dernières informations boursières, des injures ou des paroles d'amour. Aucun bureaucrate ne pourra fixer d'avance le contenu d'une communication, tout au plus pourra-t-il en violer le secret ou au contraire le protéger. Bon, bien sûr, on a compris, il s'agit du téléphone de l'époque d'Ivan Illich, des années 70. Pas celui que nous avons dans nos poches d'aujourd'hui, dont on pourrait dire beaucoup de choses. Maintenant que vous avez ces 2 exemples en tête, on peut mieux comprendre ces définitions de l'outil convivial données par Ivan Illich. Et là, c'est ma dernière citation, s'il te plaît, Bouquinette. Alors, l'outil est convivial dans la mesure où chacun peut l'utiliser sans difficulté, aussi souvent et aussi rarement qu'il le désire, à des fins qu'il détermine lui-même. Le caractère convivial au nom de l'outil ne dépend pas en principe de son niveau de complexité. Voilà, merci. Si je reviens par exemple à notre époque et suivant ma propre interprétation du texte, je proposerais par exemple comme nouvel exemple d'outil convivial l'imprimante 3D, telle qu'elle est mise à disposition dans les Fab Labs. Une imprimante 3D est un condensé de technologie qui, me semble-t-il, coche toutes les cases de la définition d'Ivan Illich de l'outil convivial. Avec toutefois une dernière précision. Le terme outil chez Ivan Illich ne désigne pas uniquement l'objet,
mais on a compris le système autour de l'objet. Les imprimantes 3D, qui ne pourraient être utilisées que pour des modèles fermés, ne seraient pas un outil convivial. Ce sont les imprimantes 3D plus le catalogue de modèles sous licence libre que l'on peut adapter à son besoin, qui font de l'ensemble un outil convivial. Voilà, alors on a terminé là pour le moment et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite où, comme promis, nous aborderons la question des monopoles tels que traités par Ivan Illich et sa critique de l'outil industriel. Merci Vincent. Et comme tu l'as très bien dit, au mois prochain, pour une dernière lecture conviviale, ou tu sais combien t'en as sur ce livre? Au moins 2 ou 3 encore. Okay. J'essaye de caser parce que... Non, il y a beaucoup à dire sans doute, ça marche. Merci Vincent en tout cas. Et nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors nous l'avons évoqué dans le Café Libre, l'April a lancé la semaine dernière une nouvelle campagne. Chaque mercredi jusqu'au 18 décembre paraîtra une gazette, le Lama déchaîné. Il s'agit d'une campagne d'appel à soutien financier car les finances de l'April ne sont malheureusement plus à l'équilibre. Nous vous invitons à lire cette gazette et si vous le pouvez de faire un don ou adhérer ou à diffuser le Lama déchaîné autour de vous. Merci et cœur paillettes sur vous. Rendez-vous donc demain, mercredi 23 octobre pour un nouveau numéro. Libre à vous est diffusé depuis 2018 sur la radio associative Cause Commune, la voix des possibles. Le modèle économique de Cause Commune fonde sa pérennité sur son indépendance vis-à-vis d'éventuelles recettes publicitaires et concentre son appel au fonds public à la seule subvention d'exploitation FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Plus de 750 radios associatives bénéficient de ce don. Le projet de loi de finances 2025 prévoit une coupe de 35% du FSER, le laissant passer de 35 milliards d'euros, ce qui est déjà en fait très peu, à 24 millions d'euros en 2025, mettant gravement en danger l'existence de radios telles que Cause Commune. Nous vous encourageons à agir. Contactez vos députés pour lui signaler l'alerte. N'hésitez pas à utiliser vos propres mots, à faire simple. Même une phrase peut suffire. Faisons corps pour défendre des radios libres. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, J, Bouquinette, Vincent Calam, aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, ainsi que Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibaud, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous trouverez sur notre site web libreavoue.org/223 toutes les références utiles de l'émission du jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 29 octobre à 15h30. Notre sujet principal portera sur une émission au cœur de l'April, nous vous l'avons dit, où nous vous proposerons l'envers du décor de la campagne en cours. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée. On se retrouve mardi 29 octobre et d'ici là, portez-vous bien.